Bonjour à tous et bienvenue à vos infos Témis sur TVC9 et TV Témis. Voici le bilan des actualités de la région dans les derniers jours. C'est avec tristesse que les citoyens et citoyennes d'ici, comme ailleurs, ont appris la mort de l'artiste Anishinaabe Frank Paulson. Il est décédé le 30 juin dernier. Qui dit été dit travaux, que ce soit sur les routes, ponceaux ou les ponts témiscamiens. Le ministère des Transports sera actif cet été en région. Notre-Dame-du-Nord accueillera une étape du Tour de l'Abitibi le 17 juillet prochain. Près de 250 logements abordables seront construits en Abitibi-Témiscamingue grâce à un financement conjoint des gouvernements du Canada et du Québec. D'abord, c'est avec tristesse que les citoyens et citoyennes d'ici, comme ailleurs, ont appris la mort de l'artiste Anishinaabe Frank Paulson. Il est décédé le 30 juin dernier. M. Paulson avait 74 ans. Nous offrons nos sincères condoléances à tous les membres de sa famille, ses amis, les membres de la communauté de la Première Nation de Longue Pointe à Winaway et à tous ceux qui ont et continueront d'apprécier son œuvre. Ceux et celles voulant offrir un dernier hommage à M. Paulson pourront le faire ce samedi, alors que les funérailles se dérouleront sur le coup de 15 heures. Qui dit été dit travaux, que ce soit sur les routes, ponceaux ou les ponts témiscamiens. Le ministère des Transports sera actif cet été en région. Passant à Belle-Terre, Nedlec, Latulippe et Témiscamingue, des travaux de diverses durées auront lieu cet été. L'équipe de TV Témis s'est entretenue avec la conseillère en communication du ministère des Transports en Abitibi-Témiscamingue, Nicole Gaulin. Donc, Nicole, on est présentement ici à Nedlec, où est-ce qu'il y a un chemin de déviation qui se fait dans une aire forestière. Est-ce que tu peux me parler de ce travail-là qui se fait du côté du ministère et qu'est-ce qu'on fait présentement? Bien, présentement, c'est qu'on est dans la phase de l'aménagement du chemin de déviation dans le cadre d'un projet de remplacement du ponceau qui se trouve à 1 kilomètre au nord du chemin des Érables à Nedlec sur la route 101. C'est un ponceau au niveau du ruisseau Wright-West. Donc, c'est ça, il faut le remplacer. Fait qu'on travaille là-dessus. C'est des travaux qui devraient durer autour de 16 semaines pour se terminer aux alentours du mois d'octobre. Sinon, est-ce que tu peux me parler un peu des autres chantiers qui sont présents au Témiscamingue? Peut-être les travaux d'asphaltage entre Duhamel-Ouest et Gig. Est-ce que tu peux me parler de ça? Bien, au niveau de l'asphaltage sur la route 101, parce que ça se déroule sur la route 101, le ministère va asphalter à peu près sur une distance de 10 km entre la limite sud du territoire de Duhamel-Ouest. Ça se trouve à peu près 570 mètres au nord de la rue du Brûle de Ville-Marie, jusqu'à environ 330 mètres au nord de la route à Côte-Noire à Saint-Bruno-de-Guigue. C'est des travaux qui se sont amorcés ou qui devaient s'amorcer la semaine du 6 juillet. Ça devrait prendre environ un mois pour réaliser ces travaux-là. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers comme ça au Témiscamingue qui doivent retenir l'attention des Témiscamiens ou ça ressemble à ça pour la saison estivale de 2026? Bien, on a un autre gros ponceau de plus de 3 mètres. Tantôt, on parlait de celui de Nedlec. C'est aussi un ponceau de plus de 3 mètres. On en a également un là sur le rang Brodeur à Belle-Terre, excusez. C'est le ponceau du ruisseau dont j'oublie le nom, malheureusement. La décharge du lac Gauvin, excuse-moi. Donc, c'est le ruisseau, c'est la décharge du lac Gauvin, c'est pas un ruisseau. Donc, là aussi, on fait des travaux quand même importants qui vont nécessiter environ 19 semaines de travaux. Donc, ça devrait se terminer aux alentours de la mi-novembre. Et là aussi, on va avoir besoin d'un chemin de déviation afin de maintenir la circulation. C'est sur la route 382. J'ai peut-être pas dit le bon nom de route, mais c'est sur la route 382, à l'instar de celui de Nedlec, où aussi on veut maintenir la circulation. C'est pour ça qu'on fait un chemin de déviation. Donc ça, c'est dans les gros travaux. Il y a également la reconstruction du pont du ruisseau Gordon sur la rue Humphrey à Témiscamingue. Actuellement, le ministère est à analyser les soumissions qui ont été reçues. Donc, on n'est pas en mesure d'établir une date pour le début de la reconstruction du pont. Si ça commence cette année, à ce moment-là, il y aura une pause hivernale et le restant des travaux s'effectuera en 2027 parce que c'est quand même une reconstruction de pont. Il y a d'autres structures aussi qui vont faire l'objet de travaux parce que, il y a une dizaine à peu près de travaux qui sont en cours ou sont à venir là, dans le secteur du Témiscamingue. On parle de forage, on parle de remplacement de ponceaux,
d'intervention sur des structures. Donc, il y en a d'autres aussi. Je pense au pont du ruisseau Cloque sur le rang Brodeur à la Force. On en a aussi une intervention à la Verlochère-Anglier sur le pont du ruisseau, je pense que c'est Windfall, je suis pas certaine, sur le 5e rang, qui vont se dérouler. À la Force, on remplace des plaques d'appui oculées. Et à la Verlochère-Anglier, c'est plutôt la surface de roulement qu'on va remplacer. Il y a aussi, toujours à Témiscamingue, il y a un autre pont qui devrait faire l'objet de travaux. C'est celui du ruisseau White. Tantôt, je pense que j'ai nommé le mauvais nom de ruisseau. Ici, c'est Wright West à Nedelec, mais c'est White, anciennement appelé le ruisseau Marsac à Témiscamingue sur l'ancienne route 46. C'est pas loin, ce pont-là, d'à peu près 30 mètres au nord de l'intersection avec la route 101. Là, ça va être un remplacement du tablier du pont. Un gros merci, Nicole. Ben, j'aurais des choses à ajouter. Oui, vas-y, excuse-moi. Le ministère aimerait inviter les gens, là, dans le cadre des travaux qu'ils vont rencontrer, que ce soit dans la région ou ailleurs, à respecter la signalisation qui est en place, à respecter les limites de vitesse, à suivre les directives des signaleuses et signaleurs routiers, tant pour la sécurité des usagers de la route que pour des employés qui travaillent sur les chantiers. Également, si on veut pas avoir de mauvaises surprises, avant les déplacements, le ministère invite également les gens à consulter Québec 511 pour suivre l'évolution des travaux qui sont en cours ou qui sont à venir, ou pour voir s'il y a des avertissements en vigueur là, sur la route. Et d'ailleurs, s'il y a une problématique sur le réseau routier, les usagers peuvent toujours composer le 511 pour le signaler au ministère. Merci, Nicole. Merci. Toujours au niveau de la route, maintenant, Notre-Dame-du-Nord accueillera une étape du Tour de l'Abitibi le 17 juillet prochain. La 5e étape de la course masculine reliera Ville-Marie à Notre-Dame-du-Nord sur une distance de 137,2 km. L'arrivée des cyclistes est prévue entre 15h et 18h45. À cette occasion, plusieurs rues et routes seront fermées temporairement à la circulation, notamment les routes 101 et 391, ainsi que plusieurs secteurs des villages témiscamiens. D'autres artères seront affectées par le passage du peloton et les mesures de sécurité. Les organisateurs invitent les citoyens à planifier leurs déplacements et à suivre les avis diffusés en temps réel. Il est possible de recevoir les mises à jour sur les fermetures des rues, les horaires et les changements de dernière minute en envoyant le mot Tour Abitibi par message texte au 833-407-8097. Plus de peur que de mal à Témiscamingue First Nation alors qu'un arbre a pris feu suite à une collision avec un fil électrique. Heureusement, plus de peur que de mal alors que personne n'est blessé. Les autorités sont arrivées sur la situation pour simplement remettre la cause dans les mains d'Hydro-Québec qui vont maintenant tenter de rétablir le système électrique autour de Notre-Dame-du-Nord. Dans le fond, nous, on a été appelés par le 911 pour un arbre qui touchait les fils électriques puis qui faisait des flammes et de la fumée. Fait que, dans le fond, on est arrivé pour sécuriser la scène en support à la police de Témiscamingue First Nation. Quand on est arrivé, dans le fond, l'arbre fumait encore, mais la branche avait été coupée, donc l'électricité ne passait plus. Fait qu'on a sécurisé la scène en attendant Hydro-Québec, qui sont les spécialistes de l'électricité. Puis dans le fond, on a sécurisé pour être sûr que les citoyens n'aient pas de danger pour eux autres. Donc, plus de peur. Oui, beaucoup plus de peur que de mal. Puis en simultané, on a eu une alarme incendie dans un autre bâtiment de la réserve. C'est pour ça qu'on a eu un gros déploiement malgré tout. La rue Sainte-Anne à Ville-Marie célébrait sa deuxième fête en fin de semaine. Malgré la température aride, le comité organisateur se dit satisfait de l'ampleur qu'a pris l'événement à sa deuxième année d'existence. Télétémis s'est entretenu avec la directrice du journal Le Reflet et de la boutique Sensat, Karen Lachapelle. Lorca, un jeune Témiscamien, il vit plus au Témiscamingue, mais c'est quand même un jeune de chez nous. Et on est très content d'avoir de la relève chez les DJ, donc merci Varka d'avoir animé toute l'après-midi. Fait que je vais vous demander de vous approcher, parce que là je vous sens un peu timide, mais le band de ce soir, je pense qu'ils vont avoir besoin de votre chaleur, même s'il y en a déjà beaucoup. Mais n'hésitez pas à vous approcher pour profiter du spectacle. Le groupe de ce soir est originaire du Grand Montréal, mais ça fait déjà une couple de temps qu'ils sont rendus nomades. Ils voyagent à travers le Québec avec leur van.
Ils vivent de leur musique et donc ils voguent à travers toute la province pour présenter leur univers. Le spectacle de ce soir est un spectacle de dark folk inspiré de légendes de pirates. Je demanderai de faire un accueil plus que chaleureux pour Josh and the Dirty Rats. Karen, c'était la deuxième édition de la journée de la journée de la fête de la rue Sainte-Anne. Comment ça s'est déroulé, cette édition-là? Quel est le bilan qu'on en a fait, là? C'était une autre belle édition. On a été chanceux. La température était de notre bord. Peut-être un peu trop au début parce qu'il faisait quand même chaud. Les gens sont venus. C'était plaisant. Les gens aiment s'approprier la rue. C'est festif. Et le samedi, c'était avec les familles. Donc ça aussi, ils sont venus jouer. Les enfants sont venus jouer. Ils ont eu beaucoup de plaisir. Et c'est ça qui était important pour nous dans l'organisation. L'idée vient d'un groupe de commerçants là, qui tentait peut-être de dynamiser cette rue Sainte-Anne-là. Est-ce que vous trouvez que ça a l'effet escompté après 2 ans? Je dirais que l'idée vient d'abord de Nicolas Bergeron de chez GoSport. C'est lui qui est l'instigateur, c'est lui qui est la locomotive, je pense, qui nous amène là-dedans. Oui, le bilan est bon. Oui, les gens aiment ça. Il va falloir continuer à publiciser parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont dit qu'ils ne savaient pas que ça allait mieux encore. C'est comme tout nouvel événement. Il y a un travail de publicité à faire et de rappeler. La mémoire oublie, donc c'est de rappeler aux gens que ça existe. Mais le bilan est très bon. Est-ce que ça va continuer un événement de ce genre sur la rue Sainte-Anne? Est-ce que c'est demandant, mettons, pour les organisateurs ou est-ce que vous pensez que ça va, on va faire une 3e édition puis il n'y aura pas de problème? Moi, je pense qu'il va y avoir autre chose parce qu'on l'a vu aussi cette année, l'année passée, l'Halloween, entre autres, les commerçants, la rue était barrée. On avait fait un concours pour le temps des fêtes où on invitait les gens à rentrer dans les commerces. Donc oui, ça va continuer. Oui, c'est demandant, c'est sûr que ça sort de notre quotidien, ça sort de notre travail de commerçant, mais en même temps, c'est plaisant de voir les gens qui s'amusent, qui s'approprient la ville. Donc, c'est à nous à faire une partie de bénévolat pour que ça continue justement. Parfait. Un gros merci, Karen. C'est un plaisir. Une première maison d'hébergement de 2e étape ouvre ses portes à Rouyn-Noranda. L'Abitibi-Témiscamingue compte désormais sa première maison d'hébergement de 2e étape pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales post-séparation. Inaugurée le vendredi 3 juillet à Rouyn-Noranda, la maison Lobelia comprend 11 unités destinées à offrir un milieu de vie sécuritaire et un accompagnement à moyen terme. Le projet porté par Alternative pour elle a été réalisé grâce à un investissement de 5,5 millions de dollars du gouvernement du Québec par l'entremise de la Société d'habitation du Québec ainsi qu'à une contribution de 325 000 dollars de la ville de Rouyn-Noranda qui a aussi cédé le terrain. Plusieurs partenaires privés ont également participé au financement. Réclamée par l'organisme depuis 2016, cette ressource répond à un besoin important dans la région. Relancé en 2022 à la suite de la vague de féminicides survenue pendant la pandémie, le projet permettra d'accueillir environ 27 femmes et enfants par année. Les maisons de 2e étape visent à protéger les femmes qui demeurent à risque après une séparation, une période où la violence conjugale peut s'intensifier. Selon les données présentées par les partenaires, environ 8 % des femmes hébergées en urgence ont besoin de ce type d'accompagnement prolongé. En politique maintenant, Pierre Dufour vise un retour aux sources avec le Parti libéral du Québec en vue des élections générales d'octobre prochain. L'ancien ministre de la Coalition Avenir Québec a officialisé sa candidature lundi à la Cité de l'Or à Val-d'Or en présence du nouveau chef libéral Charles Milliard et de plusieurs élus, notamment de l'Abitibi-Est. Âgé de 60 ans, Pierre Dufour a été élu député d'Abitibi-Est sous la bannière de la CAQ en 2018 et réélu en 2022. Devenu indépendant en 2025 après avoir quitté le parti de François Legault, il reprochait notamment au gouvernement de ne pas nommer de ministre régional et de ne pas accorder suffisamment d'importance à l'Abitibi-Témiscamingue. Charles Milliard s'est depuis engagé à corriger cette situation. Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs pendant plus de 4 ans, Pierre Dufour n'est pas à sa première expérience avec les libéraux. Il s'était déjà présenté comme candidat pour le Parti libéral du Canada. Pendant qu'il était sur les lieux, le chef libéral Charles Milliard en a profité pour annoncer qu'il promettait de meilleures redevances pour les territoires miniers. Il propose qu'un certain pourcentage des gains miniers soit réinjecté dans les communautés concernées pour aider le logement, les infrastructures et autres besoins des territoires visés.
Près de 250 logements abordables seront construits en Abitibi-Témiscamingue grâce à un financement conjoint des gouvernements du Canada et du Québec. Les deux gouvernements ont annoncé un investissement combiné de 44,3 millions de dollars pour soutenir la réalisation de 242 logements abordables à Malartic, Val-d'Or et Lassar. Les projets visent à répondre aux besoins des familles, des personnes seules et des aînés, particulièrement parmi les ménages les plus vulnérables. À Malartic, le projet Accès Patrimo prévoit la construction de 108 logements pour un coût estimé à 35,5 millions de dollars. À Val-d'Or, un second projet d'Accès Patrimo ajoutera 110 logements, tandis que le pavillon Lassarois à Lassar offrira 24 nouvelles unités. Les gouvernements du Québec et du Canada ont annoncé la conclusion d'une entente visant le rétablissement et la protection du caribou au Québec. L'accord prévoit une contribution fédérale de 25 millions de dollars sur 5 ans qui s'ajoute aux investissements de 59,5 millions de dollars déjà prévus par Québec pour la période de 2024 à 2028. L'entente financera des mesures de protection et de restauration de l'habitat, la gestion des populations de caribous ainsi que la participation des communautés autochtones aux activités de suivi, de recherche et de conservation. Ottawa versera également 15 millions de dollars sur 5 ans directement aux communautés autochtones pour des projets liés au rétablissement du caribou et de son habitat. Le Québec compte 17 populations de caribous réparties en 3 écotypes, forestiers, migrateurs et montagnards. Les gouvernements soulignent que plusieurs mesures de conservation déjà mises en œuvre, notamment en Gaspésie et dans Charlevoix, ont permis de stabiliser ou d'augmenter certaines populations. L'entente couvre l'ensemble des écotypes présents au Québec. C'est ainsi que nous complétons ce bulletin des Infos Témis. Nous vous invitons à suivre aussi la page Facebook de TV Témis pour plus d'informations et soyez des nôtres mercredi prochain pour une autre édition du bulletin. Bonne fin de soirée!